Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les vitres du manoir Carter ce soir-là, frappant les carreaux avec la régularité d'un métronome funèbre. Dans la salle à manger aux lumières tamisées, Emily Carter, 35 ans, s'activait avec un soin presque cérémonial. Ses cheveux blonds légèrement ondulés retombaient sur ses épaules, et une fine mèche s'échappait de son chignon, glissant sur sa joue alors qu'elle arrangeait les couverts en argent. Elle avait passé la journée entière à préparer ce moment. Les bougies disposées sur la table diffusaient une lumière chaleureuse, faisant danser de petites ombres sur les murs recouverts de tableaux anciens. L'odeur appétissante du rôti d'agneau mijoté aux herbes provençales se mêlait au parfum délicat des roses rouges qu'elle avait choisies elle-même chez le fleuriste du centre-ville. Ce soir, c'était leur 10e anniversaire de mariage, et Emily voulait que tout soit parfait. Elle souriait à l'idée de voir Richard franchir la porte, surpris, touché, peut-être même ému aux larmes. Dans son esprit, il restait l'homme attentionné et ambitieux qu'elle avait épousé. Elle ignorait que, pendant qu'elle plaçait une dernière fois les serviettes de lin, cet homme qu'elle aimait tant se trouvait à plusieurs kilomètres de là. Richard Carter, 42 ans, avocat respecté et figure influente de Washington D.C., se tenait dans un appartement chic du centre-ville. Ses bras enlaçaient la taille de Jessica Moore, 29 ans, une brune au regard ardent et à la beauté volontaire. Jessica n'était pas seulement une maîtresse de passage, elle occupait ses pensées, sa chair, de plus en plus son avenir. Depuis plus d'1 an, Richard menait cette double vie avec une précision d'horloger. À Emily, il parlait de réunions tardives, de voyages d'affaires imprévus, d'affaires judiciaires impossibles à remettre à plus tard. En réalité, ces nuits appartenaient à Jessica, nuits parfumées de champagne et de draps froissés. Mais ce soir, l'atmosphère entre eux n'avait rien de léger. Jessica s'était redressée, ses mains glissant du torse de Richard pour se croiser sur sa poitrine. Son ton était ferme, presque tranchant. « Richard, je veux plus. Je veux être ta femme, pas ton secret, murmura-t-elle, mais ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. Il hésita, fronçant les sourcils, comme s'il cherchait une échappatoire. Et si Emily? Jessica ne cligna même pas des yeux. Elle se pencha, posa sa main sur sa joue, et répondit d'une voix basse, mesurée, presque glaciale. Emily ne sera plus un problème. Ces mots tombèrent dans la pièce comme un coup près. Richard recula légèrement, mais pas par horreur. Plutôt par la conscience soudaine qu'il venait de franchir une ligne invisible. Un long silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge murale. Puis Richard, poussé par un mélange malsain de désir, de lassitude conjugale et d'ambition personnelle, hocha la tête. Il ne savait pas encore comment, mais il venait d'accepter. Ce soir-là, entre les murs feutrés de cet appartement, ils tracèrent les contours d'un plan froid, précis, presque chirurgical, faire passer la mort d'Emily pour un accident domestique. Pas de témoins, pas de traces, pas d'erreur. Et, pendant ce temps, dans le manoir, Emily ajustait une dernière fois les verres à vin, le cœur battant de joie à l'idée de retrouver l'homme qu'elle croyait aimer. Le 14 février, la neige fondue s'accrochait encore au trottoir de Washington tandis qu'Emily Carter, valise à la main, revenait d'un séminaire professionnel à Boston. Elle avait passé 3 jours à donner des conférences et à échanger avec des collègues, mais son esprit était resté tourné vers son mari. Dans le taxi qui la ramenait à la maison, elle imaginait déjà le moment où elle pousserait la porte et retrouverait Richard, peut-être surpris mais heureux de l'avoir plus tôt que prévu. Quand elle arriva devant le manoir, les lumières du rez-de-chaussée étaient allumées. Pourtant, en franchissant le seuil, elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Pas de musique, pas de télévision en bruit de fond, pas même le parfum de café qui flottait habituellement dans la maison en fin de journée. L'air semblait plus froid, comme si la chaleur du foyer s'était évaporée. Elle posa sa valise dans l'entrée et appela. « Richard ?» Aucune réponse. Seule la réverbération de sa voix résonna dans le couloir. Un frisson lui parcourut l'échine, mais elle se força à sourire. Peut-être préparait-il une surprise pour la Saint-Valentin? Elle avança jusqu'à la cuisine. Richard était là, debout, immobile, un sourire étrange figé sur ses lèvres. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux.
Tu es rentré tôt, dit-elle doucement, cherchant à briser la tension. Il ne répondit pas. Elle sentit ses mains devenir moites. L'instinct lui criait de reculer, mais elle n'en eut pas le temps. Derrière elle, une ombre se détacha du noir, Jessica Moore. Emily n'eut pas le temps de comprendre. Un choc brutal explosa à l'arrière de son crâne. La douleur fut si vive qu'elle lui coupa le souffle. Ses genoux cédèrent, et elle s'écroula sur le carrelage glacé. La pièce tournait autour d'elle, les sons se déformaient, étouffés. Elle sentit un liquide chaud couler le long de sa nuque, puis le goût métallique du sang envahir sa bouche. Une voix basse, presque un murmure, se pencha sur elle. « C'est fini, Emily. » C'était Jessica, son visage à quelques centimètres du sien, ses yeux sombres luisant d'une satisfaction glaciale. Emily voulut parler, protester, mais sa langue lui semblait lourde comme du plomb. Richard se pencha, vérifia son pouls, puis hocha la tête en direction de Jessica. Sans un mot, ils soulevèrent son corps inerte. Emily sentit, dans un brouillard, l'air froid du dehors sur sa peau, le vrombissement du moteur, et la voiture qui s'éloignait dans la nuit. La route sembla interminable. Les secousses du véhicule lui arrachaient des éclairs de douleur dans le crâne. À travers ses paupières entr'ouvertes, elle apercevait parfois les phares des voitures qui croisaient leur chemin, sans savoir que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Finalement, la voiture quitta la route principale pour s'enfoncer dans une piste isolée, bordée d'arbres nus. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux panneau rouillé, à plus de 50 kilomètres de la ville. Sans un mot, ils ouvrirent la portière et la tirèrent dehors comme un sac de sable. Le sol humide et glacé absorba son corps. « Personne ne la retrouvera ici, » murmura Richard. « Et même si quelqu'un la trouve, il sera trop tard, » répondit Jessica, un sourire cruel aux lèvres. Puis, d'un geste sec, ils la roulèrent dans un fossé recouvert de feuilles mortes et remontèrent dans leur voiture. Les pneus grincèrent sur le gravier avant de disparaître dans la nuit. Emily, prisonnière de l'obscurité et de la douleur, sentit ses forces la quitter. Le froid s'insinuait dans ses os. Ses paupières se fermèrent, et le silence de la forêt l'engloutit. Contre toute attente, Emily reprit conscience quelques heures plus tard. La première chose qu'elle perçut fut le froid. Un froid qui ne se contentait pas de glacer sa peau, mais qui s'insinuait dans ses os, mordait ses muscles et ralentissait son cœur. Ses paupières étaient lourdes, presque collées, et chaque battement de son cœur résonnait dans son crâne comme un coup de marteau. La douleur était atroce. Sa tête pulsait, ses côtes lui arrachaient un gémissement à chaque respiration, et un goût métallique persistait dans sa bouche. Sa vision était brouillée, comme si elle observait le monde à travers un voile d'eau. Le silence de la forêt était oppressant, seulement troublé par le bruissement des feuilles, au loin, le hurlement d'un animal nocturne. Elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle gisait là. Mais un instinct primal, brut, plus fort que la douleur et la peur, lui cria « Bouge. Sors d'ici. Ou tu mourras. » Emily tenta d'abord de se redresser, mais un éclair de douleur lui traversa la colonne vertébrale et la fit retomber sur le sol humide. Alors, elle commença à ramper. Centimètre après centimètre, les mains tremblantes, le souffle court, elle se frayait un chemin à travers les feuilles mortes et la boue. Chaque mouvement était une torture. Sa respiration sifflante se mêlait au bruit sec des brindilles qui craquaient sous son poids. Ses doigts s'écorchaient contre les pierres, mais elle continuait. Dans son esprit, une seule pensée, ne pas s'arrêter. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, peut-être des heures, peut-être des minutes avant qu'un mince ruban de lumière apparaisse entre les troncs. C'était une route. Déserte, silencieuse, mais c'était une promesse de vie. Elle rassembla ses dernières forces pour atteindre le bord du bitume. Ses bras lâchèrent au moment où elle y parvint, son corps s'effondrant à moitié sur l'asphalte glacé. Ses yeux se fermèrent presque d'eux-mêmes, puis elle entendit un grondement au loin. Des phares percèrent l'obscurité, se rapprochant rapidement. Le camion s'arrêta dans un crissement de frein. Une portière claqua, et une voix masculine, grave mais inquiète, retentit. « Oh, Seigneur! Madame, vous m'entendez ?» Elle parvint à murmurer quelque chose, à peine un souffle. L'homme, Frank Miller, chauffeur routier de 52 ans, la souleva avec précaution,
enveloppant ses épaules dans sa veste de travail. Accrochez-vous. Je vais vous sortir de là. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut flou. Elle se souvenait seulement des vibrations du moteur, de l'odeur de gazole et de la voix rassurante de Franck répétant. Tenez bon. Vous allez vous en sortir. À son arrivée, les médecins se ruèrent sur elle. Le verdict tomba rapidement, fracture du crâne, multiples contusions, une côte cassée, signe d'hypothermie avancée. Elle avait frôlé la mort de très, très près. Mais la douleur physique n'était rien comparée à celle qui l'écrasait intérieurement. L'image de Richard et Jessica se pencha vers elle, leur visage froid et satisfait, revenait en boucle. Le choc de la trahison la déchirait plus que ses plaies. Allongée dans ce lit d'hôpital, elle comprit une vérité glaciale: si Richard et Jessica apprenaient qu'elle respirait encore, ils reviendraient finir ce qu'ils avaient commencé. C'est alors qu'une infirmière, Maggie Thompson, une femme aux yeux bienveillants et au sourire discret, entra dans sa vie. Voyant la peur dans le regard d'Emily, elle lui proposa son aide. Grâce à elle, Emily put quitter l'hôpital sous une fausse identité, sans laisser de traces officielles. Ce fut le début d'une longue renaissance. Emily entama une série de chirurgies reconstructrices, chaque intervention effaçant un peu plus le visage que Richard avait aimé et trahi. Les cicatrices physiques disparurent peu à peu, mais celles de son âme restèrent. Sa voix, altérée par un traumatisme aux cordes vocales, prit un timbre plus grave, plus rauque. Quand elle se regarda enfin dans un miroir, des mois plus tard, ce n'était plus Emily Carter qui la fixait. C'était une autre femme. Une femme façonnée par la douleur, la rage et la volonté de survivre. Elle se donna un nouveau nom, Clara Jennings. Et dans ce nouveau nom, elle scella une promesse silencieuse: un jour, ils paieront. 3 ans plus tard, Washington DC n'avait pas changé. Les avenues étaient toujours animées, les façades des immeubles de marbre blanc toujours immuables, comme si le temps n'avait aucune prise sur la capitale. Mais Emily, elle, avait cessé d'exister. À sa place se tenait Clara Jennings. Brune aux cheveux lisses et soyeux, teint parfaitement travaillé, silhouette élégante dans des tailleurs sur mesure, Clara dégageait cette assurance froide qui fait se retourner les têtes et inquiète ceux qui ne savent pas d'où elle vient. 3 années d'effacement, de reconstruction, mais aussi de préparation. Elle avait suivi des cours intensifs de self-défense, appris à manier un couteau avec précision, étudié les rouages de la manipulation psychologique. Elle s'était initiée à la lecture du langage corporel, à la persuasion subtile, et à l'art de se fondre dans un cercle social comme si elle y avait toujours appartenu. En parallèle, elle avait tissé dans l'ombre un réseau d'alliés discrets, un détective privé à la retraite, un journaliste d'investigation endetté qu'elle avait sauvé d'un scandale, un comptable capable de fouiller des registres financiers confidentiels. Aucun ne connaissait toute l'histoire. Chacun ne détenait qu'une pièce du puzzle. Pendant ces 3 années, Clara avait observé Richard et Jessica comme un prédateur traque ses proies. Elle savait où ils allaient dîner, quelle boutique ils fréquentaient, à quel club privé ils appartenaient. Elle avait noté les failles dans leur armure. Richard, toujours avocat influent mais rongé par ses dettes de jeu, dépendait de clients douteux pour éponger ses pertes. Jessica, elle, commençait à s'ennuyer dans ce mariage qu'elle avait pourtant volé. Elle multipliait les aventures discrètes, serveurs d'hôtel, jeunes entrepreneurs, même un voisin marié. Aux yeux du monde, ils formaient un couple de réussite. Aux yeux de Clara, ils n'étaient que 2 bombes à retardement, et elle allait se charger d'appuyer sur le détonateur. Elle s'était arrangée pour intégrer une prestigieuse agence immobilière spécialisée dans les propriétés de luxe. Grâce à son charisme et à sa détermination, elle y avait gravi les échelons rapidement, jusqu'à se voir confier un portefeuille de clients triés sur le volet. Parmi eux, un nom apparut un matin sur son bureau, écrit en lettres nettes, Carter. Son cœur eut un battement différent. Pas de panique. Pas de peur. Juste la sensation glaciale que le moment approchait. Leur première rencontre eut lieu lors d'un gala caritatif organisé dans le grand hall d'un hôtel 5 étoiles de Massachusetts Avenue. Lustre de cristal, champagne millésimé, conversation feutrée. Clara se déplaçait parmi les invités comme une panthère au milieu d'antilopes, souriante, attentive, inattaquable. Jessica repéra immédiatement cette nouvelle figure élégante qu'elle n'avait jamais vue.
Curieuse et toujours avide d'agrandir son cercle d'amies influentes, elle fendit la foule pour venir à sa rencontre. Clara Jennings, c'est bien ça? Richard m'a parlé de vous. Enchantée. Clara lui serra la main, ses doigts fermes, son regard profondément ancré dans celui de Jessica. Elle se força à retenir le frisson de dégoût qui lui monta à la gorge. Le plaisir est pour moi, répondit-elle avec un sourire parfaitement poli. Richard arriva quelques secondes plus tard, un verre de scotch à la main. Ses yeux se posèrent sur Clara, et il eut un léger temps d'arrêt. Une ombre traversa son regard. Ce visage, ses yeux, quelque chose lui semblait étrangement familier, mais il n'arrivait pas à mettre un nom dessus. Il chassa la pensée d'un haussement d'épaules, mais une sensation désagréable resta tapie au creux de son estomac. Clara, elle, savourait en silence. Elle venait d'entrer dans leur vie, et il n'avait pas la moindre idée de ce qui les attendait. Clara commença par tisser sa toile avec la patience d'une araignée. Elle ne se précipita pas. Elle savait que la vengeance la plus efficace n'était pas celle qui frappait d'un coup, mais celle qui rongeait lentement, jusqu'à ce que la victime se détruise elle-même. Elle infiltra d'abord leur cercle social. À travers les dîners mondains, les vernissages et les cocktails de charité, elle se lia avec leurs amis les plus proches. Elle riait aux plaisanteries, partageait des confidences inoffensives, se rendait disponible pour aider dans les petits drames du quotidien. Très vite, on la considéra comme l'amie loyale que tout le monde aimerait avoir. Avec Jessica, elle joua sur la complicité féminine, semant subtilement le doute. Tu sais, Richard est séduisant, il attire beaucoup d'attention, glissait-elle avec un sourire complice, avant de changer de sujet, comme si elle n'avait rien dit. Ces phrases, lancées au détour d'une conversation, s'accumulaient comme des gouttes de poison dans l'esprit de Jessica. Avec Richard, elle opta pour une autre approche. Elle devint la confidente professionnelle, celle à qui il pouvait parler de ses affaires, de ses problèmes financiers, sans craindre le jugement. Elle lui donnait des conseils financiers, apparemment avisés, tout en collectant des informations qu'il n'aurait jamais dû livrer. Puis elle frappa là où ça faisait le plus mal. Un matin, Richard reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur, des photos nettes de Jessica enlacées avec un jeune homme dans un hôtel de Georgetown. Pas de mots, pas de menaces, juste les images. Quelques jours plus tard, Jessica trouva dans sa boîte aux lettres des copies de relevés bancaires qu'elle n'avait jamais vues. Des dettes colossales, accumulées par Richard dans des clubs de jeux privés. Peu après, une lettre, confidentielle, du fisc arriva au domicile Carter. Une enquête pour irrégularité fiscale venait d'être ouverte. Clara avait pris soin de déclencher l'alerte en leur fournissant, anonymement, des documents compromettants qu'elle avait récupérés grâce à ses contacts. Chaque semaine, une nouvelle fissure se formait dans leur mariage. Les disputes éclataient derrière les murs luxueux de leur maison, parfois si violentes que les domestiques prétendaient ne pas entendre. Jessica accusait Richard de la tromper, Richard accusait Jessica de ruiner son image. Mais Clara ne se contentait pas de les affaiblir. Elle préparait le coup final. Il arriva lors d'un gala d'affaires, un événement rassemblant politiciens, investisseurs et journalistes influents. Clara avait tout orchestré, elle avait fait en sorte que Richard, déjà stressé par ses problèmes, ait accès à un bar sans fin, et que Jessica flirte ostensiblement avec un invité, juste sous ses yeux. L'alcool fit son œuvre. Richard, rouge de colère et de jalousie, monta sur scène pour un discours improvisé. Sa voix, légèrement pâteuse, résonna dans la salle. Puis, emporté par un mélange de rancune et d'ivresse, il lâcha, comme une confession arrachée à son inconscient. Si Émilie avait tenu sa langue, elle serait encore là. Un silence choqué parcourut la salle. Ce que Richard ignorait, c'est que le micro qu'il croyait éteint captait parfaitement ses mots, et que plusieurs caméras filmaient. Le lendemain matin, les gros titres s'étalaient en lettres capitales. Un avocat influent laisse entendre qu'il a un lien avec la mort de sa femme. Les médias fouillèrent. Des témoins oubliés reparlèrent de la disparition étrange d'Emily Carter. Des incohérences refirent surface. Des proches de la famille se rappelèrent de détails troublants. En moins de 2 semaines, la carrière de Richard fut pulvérisée. Les clients rompirent leurs contrats, les partenaires d'affaires coupèrent tout lien.
Jessica, éclaboussée par le scandale, perdit ses sponsors et ses invitations aux événements mondains. Et pendant que le couple Carter s'effondrait sous le poids des révélations, Clara observait depuis l'ombre, un verre de vin rouge à la main, le cœur battant calmement. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, les voir se consumer vivants, exactement comme il l'avait condamné à le faire, 3 ans plus tôt. Quelques semaines plus tard, Richard et Jessica n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Leur fortune envolée, leurs amis disparus, leurs noms synonymes de scandale, ils vivaient retranchés dans leur ancien manoir, non plus en propriétaire, mais en occupant temporaire, attendant la saisie définitive de la banque. Le lieu, autrefois somptueux, avait perdu toute sa chaleur. Les rideaux de velours avaient été arrachés, les meubles vendus aux enchères. L'air sentait le renfermé et la poussière. Les pas résonnaient dans les pièces vides comme dans un mausolée. Ce matin-là, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant l'allée envahie d'herbes folles. Une femme descendit, élégante dans un manteau sombre cintré à la taille, des gants en cuir noir aux mains. Ses talons claquaient sur le marbre de l'entrée, un son sec et régulier qui faisait écho dans le silence. « Madame Jennings » demanda Richard, incertain, lorsqu'il ouvrit. Elle lui adressa un sourire courtois. « On m'a dit que cette propriété était à vendre. Je souhaiterais la visiter. » Il la fit entrer, par habitude plus que par hospitalité. Jessica, assise sur la dernière chaise restée dans le salon, releva la tête. Ses traits étaient tirés, son maquillage approximatif, ses mains crispées autour d'une tasse vide. Clara avança lentement dans la pièce dépouillée, son regard glissant sur les murs nus. C'était un bel endroit, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Puis elle s'arrêta, se tourna vers eux et, avec un calme tranchant, retira ses gants un à un. Ses yeux, sombres et fixes, s'ancrèrent dans ceux de Richard. « Vous m'avez laissé mourir, mais je suis revenue. » Jessica blêmit instantanément. Ses doigts lâchèrent la tasse, qui se brisa sur le sol. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, même si une intuition glaciale commençait déjà à l'envahir. Richard, lui, recula d'un pas, comme s'il venait de voir un fantôme. Sa voix trembla. « Émilie » Un mince sourire étira les lèvres de Clara, mais il n'avait rien de chaleureux. « Non. Émilie Carter est morte dans un fossé, par une nuit glaciale. Clara Jennings, elle, est bien vivante, et c'est elle qui vous a tout pris. Exactement comme vous l'avez fait pour moi. » Elle remit ses gants avec lenteur, comme on ferme un dossier. Puis, sans un mot de plus, elle se dirigea vers la porte. Avant de franchir le seuil, elle s'arrêta, se tourna à demi, son regard planté dans le leur. « La seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je n'ai pas eu besoin de vous tuer pour vous détruire. » Et elle sortit, laissant derrière elle un silence plus lourd que le vide des murs. Richard et Jessica restèrent là, figés, le souffle court, conscients qu'aucune police, aucune justice ne les protégerait jamais de cette femme. Car la peur qu'elle revienne un jour, serait leur véritable prison.